Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 14 de Parlons Constitution, allez générique. Donc avant de commencer, je vous rappelle ce qu'est un point d'étape. Un point d'étape, on résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on est au 14e point d'étape, c'est tous les 4 épisodes, on va résumer 56 épisodes. Cette fois-ci, comme il y a beaucoup trop d'épisodes, il y en a de plus en plus à chaque fois, j'ai décidé qu'on n'allait pas voir tous les épisodes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer à l'écran ce que d'habitude je lis et explique un petit peu, sauf que là, je vais vous laisser mettre en pause si vous voulez vous souvenir des épisodes précédents, et je vais juste revoir les 8 derniers épisodes. Donc les nouveautés de ce point d'étape, des 4 derniers épisodes, et aussi les nouveautés du point d'étape d'avant, donc des 4 épisodes encore avant. Donc on va revoir en fait tout très rapidement, sauf les 8 derniers où je vais m'attarder un peu plus comme d'habitude, le but étant de faire encore plus condensé que les points d'étape précédents qui commençaient à être assez longs puisqu'on commençait à atteindre 20 minutes, ce qui est plus vraiment un résumé, c'est presque la tête d'un épisode. Donc c'est parti, tout d'abord on avait vu les aspects généraux de cette nouvelle constitution. Voilà, on avait vu souveraineté nationale, on avait vu le type de régime, la hiérarchie des normes, et d'autres choses de ce type. Ensuite, la garantie des droits fondamentaux, garantir les droits fondamentaux, notamment avec la procédure de révision fondamentale. Après, les conditions pour être citoyen, avec cette nouveauté qui est cette idée de citoyen actif, de l'intérêt pour le politique, cette commission du test de l'intérêt politique, cette définition de l'intérêt pour le politique qui permet de devenir citoyen actif en passant un test. Je rentre pas dans les détails, on l'a déjà vu, comme je l'ai dit, allez voir les épisodes, et ici je n'ai pas le temps de revenir sur chacun de ces écrans, sur chaque chose que je vous montre pour aller plus vite, puisqu'on l'a déjà vu et revu dans les précédents points d'étape. Ensuite, il y a le pouvoir législatif, et j'aimerais souligner quelque chose qu'on va revoir, qui est toujours important de revoir, c'est les modes de scrutin. L'Assemblée nationale est élue à 50% par la méthode Borda par circonscription, et à 50% par la proportionnelle, selon la méthode de Jefferson avec un seuil électoral de 4%, ce qui est le même mode de scrutin que pour la Chambre des sages. Et justement, voici les bulletins types pour un vote à la méthode Borda. Encore une fois, je vous laisse mettre en pause pour bien comprendre si vous ne vous souvenez plus ou si vous n'avez pas encore vu ce qu'était la méthode Borda, ici modifiée pour que le non-classement soit sanctionné. Voilà, et donc l'autre mode de scrutin, la proportionnelle, la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne sur la méthode de Jefferson, ici appliquée à 50% de l'Assemblée nationale si on suppose qu'elle garde le même nombre de sièges qu'actuellement en 2024. Ensuite, on avait vu l'élaboration de la loi avec toute cette procédure qui est très longue. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une loi, tout ne se passe pas comme ça selon cette procédure, selon cet ordre. Ici, c'est juste pour bien comprendre les étapes, pour essayer de les mettre dans un ordre qui soit compréhensible, mais évidemment le vote bloqué n'est pas toujours mis en place, le 49.3 il n'a pas toujours non plus, les préavis de veto ou veto scientifique qui sont des nouveautés, puisque ça n'existe pas, c'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai inventé dans Parlons Constitution, c'est pas forcément toujours mis en œuvre, en tout cas ça ne devrait pas toujours l'être si cette constitution était appliquée, et ça ne serait pas le cas. On a aussi autre chose, les ordonnances, que j'ai rajouté ici, l'exception des ordonnances à l'épisode 33, mais sinon tous les détails c'est épisode 26, épisode 27, épisode 33 pour les ordonnances, et encore un autre numéro d'épisode pour les études d'impact. Après l'élaboration de la loi, on avait vu le gouvernement et le président de la République. Oui, c'est important. On a vu le pouvoir législatif, on a vu aussi le pouvoir exécutif. Le gouvernement avec cette nouveauté importante, les 3 directeurs à la place du Premier ministre. Et également un autre changement, le président de la République qui n'est pas chef de l'exécutif mais qui est seulement, entre guillemets, chef d'État arbitre, gardien et représentant droit. Cet exécutif et ce président de la République sont responsables politiquement. Le gouvernement est responsable devant le Parlement mais pas devant le président de la République dans cette constitution, dans Parlons Constitution. On est donc dans un régime moniste. Il y a notamment la motion de censure qui est possible, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale va voter une motion de censure pour tenter de renverser le gouvernement. Et je dis bien tenter, parce qu'en réalité, dans Parlons Constitution, avec cette constitution, qu'est-ce qui se passerait? En fait, le président de la République pourrait autoriser ou refuser cette motion de censure, sauf si elle intervient après un 49.3. Également, les directeurs pourraient, en retour, sous une forme de contre-pouvoir, on est de la relation entre les pouvoirs, pourrait dissoudre l'Assemblée nationale, mais seulement si le président de la République l'autorise. Il peut la refuser. Et le président de la République, lui, qui n'est pas vraiment l'exécutif, qui est le chef de l'État, mais qui n'est pas chef de l'exécutif, est responsable, pas devant le gouvernement, pas devant le Parlement, mais devant les citoyens, qui l'élisent et peuvent le révoquer avec un référendum d'initiative citoyenne.
Après la responsabilité politique, on avait vu le pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, les 3 pouvoirs principaux. Les rôles du pouvoir judiciaire, qu'on avait vu, faire appliquer et respecter la loi, sanctionner ce non-respect, résoudre les conflits, trancher les litiges, protéger les plus fragiles, les plus vulnérables, maintenir la paix sociale, maintenir la société en fait. On avait parlé de l'indépendance, on avait parlé de leur mode de désignation, on avait parlé des cours d'assises, de l'ordre administratif. Je ne rentre pas dans les détails comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ensuite, on a vu le référendum, enfin les référendums, je ne résume pas, puisqu'ici, vous pouvez mettre en pause, encore une fois, et vous pouvez voir ce qui a été décidé, ce que j'ai décidé dans Parlons Constitution, ce qui pour moi doit être mis en place, ou pas, et pourquoi. On avait discuté aussi dans l'épisode 44 de s'il y avait la possibilité d'avoir plus de 2 choix, plus que oui ou non pour les référendums. Pour moi, ça doit être le cas. Pour moi, il doit y avoir plus de 2 choix pour les référendums, mais il y a des conditions strictes qui sont nécessaires, qui sont importantes à respecter. Allez voir l'épisode 44 si vous voulez plus de détails. Concernant les référendums, on avait vu également les initiatives citoyennes différentes, avec différents pourcentages de signatures de citoyens, donc les détails à l'épisode 45. Sauf pour les consultations et certains référendums locaux, on avait vu qui peut voter, on avait vu le risque de plébiscite, comment est-ce qu'il est limité quand même s'il existe toujours, par cette constitution, par l'initiative citoyenne et les options plus précises pour les consultations. Et enfin, après le référendum, on avait vu la question du tirage au sort. Quand y recourir, pourquoi, dans quelles conditions, on avait traité cette question dans un épisode dédié. Et là, vous avez vu, on a fait très rapidement, vous avez pu mettre en pause si vous voulez des détails, mais on a fait très rapidement, beaucoup plus qu'avant, sur les épisodes qu'on a déjà vus et revus. Maintenant, on va pouvoir passer aux nouveaux épisodes. Donc, les élections, alors ça, c'est pas des nouveaux épisodes, c'est les 4 épisodes précédents, ces 4 nouveaux épisodes. Donc ici, comme je l'ai dit, on revoit surtout les 8 derniers. Les élections, donc on avait vu les différents modes de scrutin, on les avait revus dans une liste plus exhaustive dans l'épisode 49. Et concernant la constitution construite dans Parlons Constitution, il y a différents modes de scrutin qui ont été retenus, et bien sûr, le suffrage direct à chaque fois. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi, puisqu'on l'a vu dans l'épisode 50. Alors, le premier mode de scrutin, on l'a vu, la représentation proportionnelle à scrutin à liste, la proportionnelle nationale, la plus forte moyenne, avec un seuil de 4%. Donc pour les élections à la Chambre des Sages, et 50% de l'Assemblée nationale. Il y a ensuite la méthode Borda, modifiée pour sanctionner le non-classement, pour les élections présidentielles, et 50% de l'Assemblée nationale par circonscription, mais également pour les votes dans les assemblées et pour les référendums, avec à chaque fois au moins une proposition systématique de suppression-rejet, en plus des éventuelles nuances de réponse à la question, puisque ça peut être des oui, comme ça peut être différents choix. Plutôt un choix libéral, plutôt un choix socialiste, plutôt un choix conservateur, par exemple. Mais il y a un troisième mode de scrutin qui a été retenu, qui est en fait le vote par approbation. Ici, il est utilisé de façon très précise, dans un contexte très spécifique plutôt, pour les votes à la Chambre des Sages, qui sont à l'unanimité des membres ou des suffrages, donc ici par un vote par approbation. Ensuite, on avait vu le droit de vote. Qui est-ce qui a le droit de vote? Pour les élections de l'Assemblée nationale et de la Chambre des Sages, ce sont les citoyens actifs. Pour l'élection présidentielle, ce sont tous les citoyens. On est donc dans un suffrage universel. Suffrage capacitaire pour l'Assemblée nationale et la Chambre des Sages. Suffrage universel pour le président de la République. J'ai expliqué dans l'épisode 50 pourquoi. On a vu également qu'il ne devait pas y avoir de vote collectif, sauf une procuration, car ça pose des problèmes d'influence et d'inéquité, notamment à cause de figures d'autorité qui pourraient et qui influenceraient, dans bien des cas, le vote collectif. Ensuite, on s'est demandé qui peut se présenter aux élections. On a vu l'éligibilité. Alors, le principe de base, c'est qu'il faut être électeur pour pouvoir se présenter à une élection. Si on n'est pas déjà électeur dans l'élection, si on n'est pas par exemple citoyen actif et qu'on ne peut pas voter aux élections de l'Assemblée nationale et de la Chambre des Sages, on ne pourra pas être candidat pour devenir député ou pour devenir sage à la Chambre des Sages. On a vu aussi quelques autres règles, alors là les détails sont dans l'épisode 51, je vais pas revenir dessus en détail, évidemment c'est un point d'étape, mais je vais quand même dire qu'il y a une condition de résidence, c'est-à-dire résider dans la collectivité locale dans laquelle on se présente, donc pour les élections locales. Autre condition importante, ce sont les conditions pour le président de la République, c'est-à-dire pour les élections présidentielles. Il y a les parrainages citoyens. Au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, chacun d'au moins 1% du nombre de parrainages minimum requis. Alors,
quel pourcentage de parrainage minimum requis pour avoir assez de parrainage citoyen pour être candidat à l'élection présidentielle, 200 000, 300 000, je ne sais pas, ça reste à discuter. Et les autres conditions, qui sont en fait les déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'activité et d'intérêt, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et auprès de la Cour constitutionnelle. Si il y a majorité de vote blanc, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il faut compter le vote blanc. Et dans ce cas-là, s'il y a une majorité de vote blanc, on revote avec d'autres options. Sauf pour les élections à la proportionnelle. Pourquoi? Car la proportionnelle, en principe, permet déjà à toutes les options d'être présentes. Par contre, pour moi, il ne faut pas compter les votes nuls et l'abstention. Car les votes nuls, ce sont des erreurs. L'abstention, c'est un choix de non-participation. Bien, après les élections, on a vu d'autres choses. Les nouveautés là, ce sont les nouveautés entre le point d'étape numéro 13 et le point d'étape numéro 14. On a résumé ce qu'il fallait pour avoir un vote libre. Car en fait, le droit de vote, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir le droit de vote pour que le vote soit libre. Il faut remplir toutes ces conditions. Vote personnel, vote égal, vote secret, procédure uniforme et claire, etc., etc. Je vous laisse mettre en pause pour bien lire tout ce qu'on avait vu dans cet épisode 53. Donc pour que le vote soit libre, il faut remplir toutes ces cases. C'est pas un bingo où on remplit juste une ligne. Non, il faut remplir toutes les cases. Si on a une qui manque, le vote ne pourra pas être considéré réellement comme libre. Et après l'épisode 54, 55 et 56, on s'est intéressé au calendrier électoral et à la stabilité gouvernementale. D'abord, le calendrier électoral et son influence sur les élections. Il y a 3 facteurs déterminants: la durée de mandat, le mois de l'élection et les pouvoirs de dissolution d'institutions. Que la durée de mandat soit identique entre le pouvoir exécutif, par exemple le président de la République, et les parlementaires, le pouvoir législatif, que la durée de mandat soit égale ou non, il y aurait quand même un problème, il y aurait quand même une influence du calendrier électoral. Car si les élections se suivent, les résultats de la première influencent forcément la seconde. Mais si les élections sont au milieu du mandat de l'autre, par exemple les élections présidentielles au milieu du mandat de député, dans ce cas-là, il y a un risque de vote sanction. On a pris quelques exemples dans l'épisode 54, les cohabitations, l'inversion du calendrier électoral en 2001, et on a discuté de sa possible fin en 2024, et pour moi, s'il n'y a pas de changement de constitution, il n'y a pas de fin du calendrier électoral en 2024, car il suffit au prochain président de la République de faire une dissolution juste après son élection pour recréer le même calendrier électoral favorable à quoi? Favorable aux faits majoritaires. Alors, juste avant de parler du fait majoritaire, j'aimerais dire que le contexte, dont l'ordre des élections, dont le temps d'exercer le pouvoir ou non, influence toujours les élections. Et même s'il y a l'abstraction du contexte par les électeurs, même s'ils essaient de faire abstraction du contexte, il y aura toujours une influence, ce qui fait que cette abstraction du contexte par les électeurs pourrait limiter, si on le souhaite, cette influence, mais pas la supprimer. Donc le fait majoritaire, y aura-t-il un fait majoritaire, sachant ce qu'on vient de dire sur le calendrier électoral? Alors le fait majoritaire, c'est une majorité absolue de députés disciplinés qui soutiennent le gouvernement. Est-ce qu'avec la constitution construite dans Parlons Constitution, il y a une possibilité de fait majoritaire? Les conditions du fait majoritaire, ce sont le mode de scrutin majoritaire, voire consensuel, le calendrier électoral favorable, donc des élections qui se suivent, un exécutif fort et élu, et le parlementarisme rationalisé. Donc y aura-t-il un fait majoritaire? C'est peu probable. Car 50% des députés sont élus à la proportionnelle. Mais même si c'est peu probable, on ne peut pas dire avec certitude qu'il n'y aura pas de fait majoritaire. En fait, ça dépend du comportement des députés. Est-ce qu'ils auront envie de débattre, de prendre leur pouvoir sur le gouvernement? Dans ce cas-là, il n'y aurait pas trop de faits majoritaires, peu de chances de faits majoritaires. Est-ce que le président de la République aussi va avoir un autre comportement? Est-ce qu'il va suivre la majorité parlementaire pour nommer 3 directeurs? Si c'est le cas, il y a une possibilité, comme l'exécutif dans la Constitution reste fort mais aux mains des directeurs du gouvernement, il pourrait y avoir un risque que les directeurs et le gouvernement soient issus du Parlement et en particulier de l'Assemblée nationale, et que du coup il y ait un fait majoritaire puisque les parlementaires, les députés vont suivre ce gouvernement. Mais le fait majoritaire, est-ce que c'est une bonne chose? Car oui, c'est bien de se poser la question, est-ce qu'il y en aurait un, mais est-ce que ce serait une bonne chose qu'il y en ait un? Pour moi, non. En fait, pour moi, la politique, c'est le débat. C'est la construction d'une politique réfléchie à partir d'avis différents. Bon, pour résumer, peu de chances de fait majoritaire. Et donc, risque d'instabilité gouvernementale ou pas? Eh bien, ça dépendra encore une fois du comportement des acteurs. Est-ce qu'il y aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Peu probable. Est-ce que les députés seront matures? Est-ce qu'ils vont faire des coalitions plutôt facilement ou pas? Est-ce qu'ils vont
peut-être s'opposer vraiment fortement les uns aux autres, ne pas réussir à s'entendre, ou bien est-ce qu'ils vont réussir à faire des compromis? Ça dépend aussi du comportement du gouvernement. Est-ce qu'il respectera les décisions législatives ou pas? Si on a un gouvernement qui ne respecte jamais les décisions législatives, il y a un risque qu'il se fasse censurer. Et s'il se fait censurer, ça dépend également du comportement du président de la République. Est-ce qu'il nomme 3 directeurs selon la majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il refuse la censure ou est-ce qu'il l'autorise toujours? Ça dépend vraiment de ce qu'il va faire. Mais, en réalité, il y a quand même une protection contre l'instabilité. C'est le président de la République arbitre qui nomme les directeurs et autorise ou refuse les dissolutions et motions de censure. Sauf en cas de 49.3, je le rappelle, les motions de censure en cas de 49.3 ne peuvent pas être refusées par le président de la République, elles sont immédiatement effectives. Donc, en définitive, est-ce qu'il y aura un risque d'instabilité gouvernementale? Ça dépend, c'est aux mains du président de la République. Il faut trouver un dosage, un équilibre entre stabilité sans soutien et instabilité toujours soutenue, car les deux ont des points négatifs. Une stabilité sans soutien, c'est peu de confiance de par tous les acteurs. Une instabilité qui est toujours soutenue, c'est peu de possibilités de politique continue, de politique cohérente, puisque le gouvernement change trop souvent. Et donc le gouvernement devient inefficace. Donc cet équilibre à trouver va fortement dépendre du comportement des acteurs, des députés, du gouvernement et surtout du président, qui est l'arbitre de la stabilité gouvernementale. Donc on avait fini là-dessus, et juste pour résumer, tout Parlons Constitution, j'aimerais vous remettre ce graphique, cet organigramme qui reprend la plupart des organes, des institutions qui interviennent dans Parlons Constitution. Donc je vous laisse lire et je vous laisse suivre cette animation très simple qui vous montre les principaux pouvoirs, les principales relations entre tous ces organes qu'on a vus au cours de Parlons Constitution. Le test de l'intérêt pour le politique, qui est défini par la commission du test de l'intérêt pour le politique, les citoyens passifs qui le passent pour devenir citoyens actifs, la possibilité pour les citoyens de dissoudre la commission du test de l'intérêt pour le politique, le RICAR, référendum d'initiative citoyenne active, pour l'abrogation de questions du test de l'intérêt pour le politique. On a aussi la procédure de révision fondamentale pour les droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle qui protège la Constitution. On a vu les élections, bien sûr, et la proposition de loi ou d'amendement, donc au Parlement, pour l'Assemblée nationale ou pour la Chambre des sages. On a vu aussi l'élection du président de la République et le RIC révocatoire. On a vu la nomination des 3 directeurs, la proposition du gouvernement par les directeurs au président de la République qui est contraint, c'est une compétence libre, il est contraint de nommer les ministres proposés par les directeurs. On a vu le veto scientifique. On a vu le contrôle de la Cour constitutionnelle sur le Parlement, même si on va le revoir encore plus tard parce qu'on l'a pas vu en détail. On a vu aussi le contrôle du Parlement sur le gouvernement, mais le pouvoir de dissolution des directeurs sur l'Assemblée nationale et la validation, bien sûr, comme on l'a revu plusieurs fois, du président de la République qui est nécessaire. Bien sûr, il autorise ou refuse les dissolutions et les motions de censure qui ne sont pas après des 49.3. Donc ça paraît déjà beaucoup, c'est déjà très chargé. Et pourtant, je n'ai vraiment que résumer tout ce qu'on a vu au cours de ces 56 épisodes, et c'est pas fini. Que nous reste-t-il à voir? Alors il nous reste tout ça à voir. Enfin, presque. On a vu les conditions pour un vote libre. C'est ce qu'on vient de revoir dans ce point d'étape. On a vu aussi le calendrier électoral, le fait majoritaire, l'instabilité gouvernementale. Et la prochaine fois, on va voir les accords internationaux, la ratification des accords internationaux. Merci à toutes et tous, c'était Alsker, et à la prochaine.